Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Dans Décodeur, je sais que vous aimez entendre les parcours de vie, suivre les bons conseils des pros, se laisser porter par les inspirations des invités. Eh bien, tendez l'oreille car cet épisode va regrouper tout ça. En effet, je suis avec Arnaud Dollinger et Ève Ducrot qui se cachent derrière ODA. Sont-ils décorateurs, DA, ensembliers ? On va leur demander. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont aussi créatifs qu'audacieux et aussi curieux que passionnés. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour Hortense. Alors, comment on vous présente ? Vous êtes ni brocanteur, ni galeriste, peut-être décorateur. Vous êtes quoi ? Comment vous vous présenteriez ? Ouais, c'est ça. En fait, vous avez utilisé le mot ensemblier. C'est très juste. En fait, des créatifs avec une base de mobilier vintage et contemporain. Mais effectivement, la base, c'est aussi tout un univers français, italien des années 70 aux années 80. Parce que, alors, je vous avoue, j'ai utilisé ensemblier, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Ensemblier, ça veut dire quoi, en fait ? Ensemblier, en fait, c'est celui qui crée des... En fait, c'est le mot qui était utilisé beaucoup à l'époque, dans les années 70. Ou bien avant, même déjà, les grands décorateurs d'entre-deux-guerres ont pris cette connotation ensemblier parce qu'ils créaient un univers total. Ça partait de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la poignée de porte, jusqu'au rideau, jusqu'au linge de lit, l'art de la table. Et c'est de faire un univers global, Ouais. une ambiance globale d'aménagement. Vous n'aimez pas le terme décorateur ou il vous correspond pas ? Aussi, on n'a rien contre. On n'a rien contre, mais c'est vrai qu'on essaie, avec Ève, puis qu'on a créé ODA, d'aller encore plus loin que le simple décorateur d'intérieur. On n'a rien contre le décorateur d'intérieur, mais on pousse certaines fois et assez souvent avec des clients, le vise jusqu'à l'accompagner aussi peut-être dans ses choix de look vestimentaire, de style musical, de style de film qu'il aime, de style de voyage qu'il peut adhérer par rapport à son univers décoratif. En fait, ce qu'on aime bien, c'est rentrer vraiment dans la vie des gens de manière très intime. Et au-delà du simple fait d'habiter les mobiliers qu'ils viennent sélectionner chez nous, on adore créer une rencontre et pousser le degré d'imagination même dans la folie vestimentaire qu'on pourrait lui amener. On a eu une demande d'une cliente là-dessus, de l'accompagner dans ses choix aussi de tenue. Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est quelque chose d'une approche très large en fait, très très large. Et ce que je n'aime moi pas trop dans le côté décorateur, c'est qu'on se contente, pas. Enfin, le décorateur s'arrête au moment le plus intéressant, c'est au moment où ce qu'il vient de faire va prendre vie une fois que c'est fait. Et nous, ce qu'on aime, c'est une fois que c'est installé, posé, le décor est posé, qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire ? Comment vous vivez maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Parce que forcément, ça a dû changer quelque chose. Une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, un nouveau canapé. J'ai une bêtise, 3 nouveaux luminaires dans une chambre d'un gamin. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Racontez-nous. Et c'est aller plus loin que le simple fait. C'est vraiment une découverte jusqu'au bout. Et alors, vous travaillez plutôt avec des pros ou des particuliers, les deux ? Les deux. Avec les particuliers, effectivement, c'est donc un travail d'ensemblier décorateur. Avec des pros, on va faire... Des missions de sourcing, beaucoup, des missions de sourcing, avec les pros. beaucoup, oui, Ouais. avec les architectes. Là, effectivement, on va s'associer, on va collaborer avec eux pour... ils nous donnent un cahier des charges et on va sourcer le mobilier pour eux. Alors, le plus souvent en marque blanche, mais ça nous convient très bien aussi. Marque blanche, si on explique aux auditeurs, ça veut dire que... on n'apparaît pas. Voilà. Sinon, effectivement, alors pour des lieux, par exemple, comme le lieu dans lequel on est aujourd'hui, comme ce club de sport qui s'appelle Le Clé, où là, effectivement, on est sollicité pour refaire l'ensemble de la décoration du lobby, la faire évoluer régulièrement.
On travaille aussi avec des pros, avec parfois des artistes ou comme Luke Edward Hall, qui a créé en fait une marque de vêtements et pour qui on a fait tout le pop-up du bon marché. On travaille aussi avec des marques, hein, souvent du prêt-à-porter ou de décoration, pour faire des set design, pour des shootings photos. On fait du stylisme décoratif. On crée toute l'ambiance de l'univers du shooting. Donc oui, c'est une répartition entre particuliers et pros. Ouais. Alors, comment vous créez ces décors ? Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez, que ce soit typiquement ici au Clay ou sinon même chez un particulier ? La première chose et la plus importante à mon sens, au-delà du lieu, c'est l'échange avec le client. C'est rentrer vraiment de manière un peu intrusive dans sa vie, savoir comment il fonctionne, comment il vit, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il veut changer de décor. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin ? Il y a des gens, ils changent de meubles, ils n'ont pas forcément besoin de changer de meubles. Alors c'est des fois, ils vont vous dire, c'est une nouvelle vie, il y a une séparation, voilà. Mais on est très curieux en fait de savoir comment les gens vont s'imprégner du meuble et de notre sélection en fait, de pourquoi ils nous ont choisis. Moi, je veux toujours savoir, mais qu'est-ce qui vous plaît chez Odea ? Alors un coup ils vont nous dire c'est vos mélanges de couleurs, un coup ils vont nous dire c'est vos textures, c'est vos matériaux, l'audace. Un coup ils vont nous dire vous osez assembler un tapis panthère avec un buste 18e. L'audace. Et après, une fois que ces échanges et ces discussions sont passées, on se met sur la planche, on sort des moonboards et on interprète en fonction de la personne qu'on a en face ce qu'on considère pour lui, ce qui sera là où il se sentira le plus heureux chez lui. Et vous leur trouvez aussi bien le papier peint que les rideaux, les meubles, et vous créez cette ambiance. Ouais. Exactement. Moi, j'adore, Ève et moi, on adore, Ève qui vient de la mode, moi qui ai une expérience dans le mobilier contemporain. Ce que j'avais remarqué, moi, en tout cas, dans mon expérience de 20 ans dans le mobilier contemporain, c'est que les intérieurs étaient toujours un petit peu tous les mêmes catalogues. Et avoir de l'audace, c'est pas forcément acheter un meuble. Une couleur peut suffire. Un textile peut suffire, un revêtement de coussin peut suffire. C'est juste amener un peu de gaieté et de fraîcheur. De toute façon, Odea, c'est toujours ce qu'on a voulu... C'est une singularité. Voilà, amener quelque chose de rigolo dans la décoration, de frais et de pas trop normé, catalogué. C'est ce qui nous diffère... Enfin, j'aime pas le mot différencier, mais d'autres l'ont bien fait avant nous et mieux que nous. Mais la décoration, c'est quelque chose qui doit changer. C'est comme un vêtement. On doit. Faut pas avoir peur de changer régulièrement. Voilà, on vit pas de la même manière. Quand on peut se le permettre, ça c'est formidable, de pouvoir. Après, justement, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui vont être très rassurés par un décor permanent, quelque chose dans lequel ils s'ancrent pour de longues années. D'autres personnes qui vont avoir, par exemple, le goût de changer un peu selon les saisons. Et en fait, c'est vrai que ça peut se faire très facilement par une couleur, un papier peint, un rideau, un tapis, un cadre, une œuvre d'art. On n'est pas les mêmes au printemps, en été, en automne, en hiver chez soi. On ne vit pas de la même manière, on ne s'habille pas de la même manière. On n'est pas pareil dehors, donc à l'intérieur, c'est important qu'on ne soit pas pareil non plus. Alors, il y a une pièce qu'on aime particulièrement aussi, parce que Arnaud est plutôt très bon là-dedans, c'est la cuisine. Parce que c'est vrai que c'est une pièce ultra conviviale. En fait, c'est une pièce qui regroupe pas mal de choses, à la fois des défis un peu techniques, et à la fois, en fait, c'est le lieu de vie par excellence. C'est le poumon d'un appartement. Comment on la rend conviviale, la cuisine ? Avec des matériaux, il y en a marre des cuisines blanches. Enfin, je dis ça parce que c'est ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, mais côté monochrome d'une cuisine, non. Une cuisine, avant, c'était un lieu de vie. Dans les maisons au début du siècle, une cuisine, c'était le poumon. Il y avait un fourneau, il y avait 3 meubles ouverts, il y avait des casseroles de partout, des légumes posés partout, une grande table. Et c'est le poumon central d'un appartement ou d'une maison. Une cuisine prend vie avec des odeurs, mais il faut que ce soit un lieu de vie et pas quelque chose d'aseptisé, trop contemporain. Il faut que ça vive. Il faut en créant peut-être des différents niveaux, en évitant aussi les gros blocs massifs, en ayant des grands plans. En mélangeant les matériaux. Ouais. C'est vraiment toute une question d'aménagement d'espace, parce que parfois, surtout dans les appartements parisiens, par exemple, les cuisines sont petites. Voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir
la grande cuisine de campagne immense. Donc, en fait, il faut jouer avec les ouvertures, les différences de niveau, pas toujours mettre des éléments hauts absolument partout en pensant que il faut absolument du rangement dans tous les sens. Parfois, on peut justement utiliser les grandes plans de travail pour ranger. Alors oui, c'est pas caché. Mais justement, ça apporte du vivant. Ouais. Vous êtes très fort pour scénariser donc les intérieurs, mais comment on raconte une histoire, on crée un style? Les gens se demandent souvent, comment avoir de la personnalité, que mon salon ait un peu plus de caractère, soit un peu plus audacieux. Moi, je dirais que notre style vient de notre rencontre, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à des moments de notre vie charnières, Ève et moi, il y a 6 ans. Ève venant de la mode, moi du mobilier, on a des appétences on a tout de suite eu en plus du sentiment amoureux de la rencontre, l'envie de faire partager cette fraîcheur que nous vivions au moment même où on est tombé amoureux. Et on est venus tous les deux naturellement à créer ODA sur pas un coup de tête, on était au bord de l'eau et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, c'est même pas la question qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est venu naturellement de donner l'envie de partager. Moi je reviens toujours à ça, cette idée d'échange et de partage. Et l'univers décoratif vient naturellement et spontanément dès lors où on se sent heureux en fait. C'est pour ça que les années 70 pour nous sont très importantes parce que c'est des époques où les gens, il y avait une joie de vivre. On le voit énormément dans les intérieurs. Les gens vivaient d'une autre manière. La musique était très présente. Moi, on est de la génération avec Ève, née dans les années 70, mais la musique était très présente, le livre était très présent, l'art, il y avait des bibliothèques monumentales, il y avait des installations de DJ chez les gens, enfin j'exagère, mais la platine vinyle, les marques de hi-fi vendaient des installations hi-fi dingues que les gens mettaient chez soi, il y avait du son, il y avait des spots, il y avait des canapés bas, il y avait des bars. Le mobilier bar, c'est un meuble qui a disparu. Alors que dans les années 70, je pense une maison sur deux est équipée d'un bar. On était content de recevoir les gens à un bar. Ça crée tout de suite un échange, une communication. Et c'est ce qu'on essaie de créer dans nos décors, c'est que quand on va faire un séjour, salle à manger, il faut que tout de suite on se sente, qu'on a envie de se poser et de voir qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qui se passe. Comment on vit dedans, en fait. C'est quoi la musique qu'on va écouter. C'est que tout de suite on se sente à l'aise, en fait. Et sortir des cadres, encore une fois, trop standardisés. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai que comment se créer un style, comment créer son propre style, on en revient. Enfin, c'est un peu un grand sujet actuellement. C'est se faire confiance. Alors c'est un petit peu, on enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais finalement c'est vrai que se faire confiance en se disant voilà, moi j'aime ça, je l'assume, c'est mon choix. Pas se dire finalement qu'il faut rentrer dans un goût. Parce que finalement, un goût, le bon goût, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de bon goût, de mauvais goût. Non. Dès lors où il y a de la finesse, de la sensibilité et quelque chose qui se dégage quand on rentre dans un lieu. Moi, tous les lieux décorés sont pour moi habités. Et il n'y a pas de faute de goût. Il faut que surtout la personne transpire le lieu dans lequel elle habite. C'est ça un intérieur réussi? Ouais. C'est un intérieur personnel? Ouais, voilà, oui. Intérieur personnel assumé en fait. Après, effectivement, forcément, c'est très personnel parce que nous, on aime la singularité, on aime le fait de. Alors bon, il y a des gens qui vont être, qui vont finalement comme un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont se trouver bien dans quelque chose qui ressemble à l'appartement de la voisine ou de le salon qu'il ou elle aura vu dans un magazine. C'est peut-être ça qui lui conviendra et qui fera qu'il se sentira bien. En tout cas. Si on veut se faire son propre style, c'est vrai que se faire confiance et puis assumer ses choix. Et être créatif, c'est inné ou ça se travaille? Oser, justement, c'est... Moi, je pense que ça se travaille un petit peu. Il faut être curieux. Ouais, voilà. Donc la curiosité, ça se travaille. Il faut être curieux de tout ce qui se passe autour de soi. Enlever ses œillères. Regarder ce qui se passe dans le monde. Regarder comment vivent... les gens dans les différents pays, on ne vit pas de la même manière, mais pourquoi pas s'approprier un intérieur scandinave à Paris? Au contraire, avoir un chalet, un mobilier de montagne chez soi, ça peut être très rigolo aussi. Si la personne est folle de montagne, est folle de ski, je pense à ça par rapport à un ami. Mais pourquoi pas remettre des lambris comme on faisait dans les années 60, partout où il y avait des intérieurs où c'était entièrement des caisses de bois.
Ben alors, si la personne se sent à l'aise avec ça, on arrive là-dedans, on rencontre cette personne, moi j'adorerais voir ça. Mais aujourd'hui, on va peindre un plafond en blanc, on va peindre un mur de couleur. Mais pourquoi pas faire l'inverse? Peindre ton plafond en couleur et tes murs en blanc. Quand on s'habille, c'est exactement pareil que dans la mode pour moi, la décoration. C'est quelque chose où c'est du stylisme. Et il faut vraiment, encore, je le répète, ça fait 2-3 fois, mais il faut que on sente dès lors où on rentre dans un intérieur que ce côté habité par une pièce de mobilier, une œuvre d'art, une musique qui passe derrière en fond sonore, on comprenne qu'est-ce qui se passe dans la maison. Il faut qu'on le comprenne. Ouais. Vous parliez des années 60-70 tout à l'heure, c'est un peu votre signature. Oui. Et en plus, ça revient quand même. J'imagine que vous suivez pas les tendances de la mode, mais ça revient. Comment vous l'expliquez que L'envie de cool. L'envie de lâcher prise. C'est ces années folles, c'est ces années très créatives, ces années très colorées, ces années où l'économie n'était pas la même qu'aujourd'hui, le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui, il y avait une soif de liberté, il y avait une soif de rire et de s'amuser, et on sentait que tout était possible dans ces époques-là. Pourquoi pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que tout ce qui est lié aux tendances mobilier 70, tout ce qui est réédition qui revient, c'est parce que c'est vraiment un style de vie, un mode de vie. Ouais. C'est une cool attitude, mais c'est une espèce de lifestyle global. Il y a un confort quand on voit en fait les canapés qui sont réédités aujourd'hui de Bellini ou tous ces modèles-là. C'est des modèles ultra confortables, très fluffy comme ça, très très ronds, assez bas. Et puis, je pense que, alors, on est passé de quelque chose où il y a eu une grande vague, années 50, scandinave, très pure, avec des lignes droites, quelque chose de... très monochrome. Voilà, très monochrome. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, pour rejoindre ce que dit Arnaud, il y a besoin de choses plus rassurantes, plus rondes. Plus enveloppantes. Plus enveloppantes, exactement. Je pense qu'on n'a jamais vendu autant de tapis, de moquettes et de papier peint depuis 5 ans. Et tout Mais ça... en vrai, ou c'est juste dans les magazines? Non, en vrai. En vrai. La moquette, il y a 10 ans, personne n'en voulait. Tout le monde voulait s'embarquer point de Hongrie chez soi, alors que la moquette, depuis 4-5 ans, revient énormément. Ouais. La moquette généreuse, type motel US, qui fait 50 cm d'épaisseur. Les gens veulent du confort. Le papier peint décoratif, c'est quelque chose qui date, c'est Art déco, enfin c'est entre Art nouveau et Art déco, le papier peint décor revient à mort. Je crois que justement, en fait, les gens veulent plus trop de l'image magazine où en fait, tout est beau, mais quand on s'assoit, c'est un petit peu raide et on peut pas vraiment s'affaler dans son canapé. Alors c'est super, mais en fait dans la vraie vie, ça fonctionne pas super bien. Et du coup, il y a peut-être un côté plus assumé. On veut quelque chose de joli, mais aussi dans lequel, en fait, on est super confortable, on s'installe avec ses enfants, on est bien, on se met avec son ordinateur. En fait, on veut quelque chose qui soit aussi beau que confortable. Vous parliez du blanc tout à l'heure. Comment oser un peu plus la couleur? Parce qu'en fait, c'est blanc chez les gens parce qu'ils n'osent pas aussi. Hein. Ils pourraient avoir envie, mais ils se disent qu'ils vont s'enlacer, ils vont avoir pendant 15 ans un mur rose, ils ont peur de ça. Exactement. Le blanc, attention, ça peut être très beau. Hein. J'ai rien contre le blanc, mais en fait, c'est comme... quand on met une chemise, on va mettre une cravate de couleur. Donc chez soi, on va mettre une chemise. Un homme, il a 45 cravates. Il a toujours la même couleur de chemise. En fait, il va juste s'amuser dans son costard, pour ceux qui travaillent en costard, de mettre une verticalité de couleur. Dans une maison, dans un séjour, une chambre, une cuisine, de la même manière, rapporter tout simplement la couleur, qu'elle soit couleur naturelle ou couleur vive, c'est quelque chose qui va tout de suite réveiller le blanc qui est à côté. Le blanc est important et prépondérant dans un intérieur parce qu'il amène la luminosité, mais pourquoi pas oser l'inverse de ce qui se fait en permanence. Plafond de couleur, mur blanc, j'y reviens. Sol blanc, affreux, nettoyage, entretien, c'est pas grave. On passe son aspirateur 2 fois au lieu de le passer 1 fois par semaine. On met des tapis pour contrebalancer. Après, comment oser? De toute façon, très honnêtement, ceux qui n'osent pas, en fait, c'est aussi une question de personnalité. Je pense que d'un seul coup, quelqu'un qui n'a pas cette envie-là,
Moi, par exemple, je porte des collants rouges. Quelqu'un qui n'aurait jamais l'idée de porter des collants rouges, je pense pas qu'en fait qu'elle ait très envie d'un intérieur très coloré. Il faut pas à la rigueur qu'elle aille vers ça. Elle va pouvoir juste peut-être mettre des rideaux de couleur, des coussins, quelque chose, voilà. Jouer sur la lumière. Juste je pense que déjà il faut pas aller là où on n'a pas envie d'aller. Justement, poursuivre une tendance. Finalement, si on n'a pas envie de faire ces murs de toutes les couleurs, faut surtout pas le faire. Et puis, il faut s'en tenir finalement à des petites touches, quelque chose de plus light. Et en revanche, ceux qui sont à l'aise avec ça oseront et le feront sans difficulté. Après, il y a aussi une question de culture. Je pense, par exemple, en Italie, on voit beaucoup plus des intérieurs de couleurs. On est né avec. Parce que, voilà. Ils sont nés avec, pardon. Exactement. En Italie, de toute manière, c'est déjà très présent. Il y a les pigments, toutes les maisons. Les façades d'immeubles. Voilà, toutes les façades d'immeubles. Il y a une culture du pigment où je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Et je pense pas que une Italienne ou un Italien se pose vraiment la question de se dire « Ah zut, si je mets une couleur foncée, ça va rétrécir la pièce. » De toute façon, il va le faire. Je pense que une personne qui, par exemple, va se dire ah, mais au final, si je mets une couleur trop foncée dans une pièce qui est pas très grande, ça va la rétrécir, c'est qu'elle est pas prête pour la couleur. C'est pas la peine. La couleur, il faut pas s'imaginer l'utiliser trop, je trouve, comme un moyen technique. Il faut vraiment l'utiliser... si on reste dans les codes, le blanc lumineux, le foncé rétréci, je pense c'est qu'on n'est pas trop à l'aise avec ça. Il faut rester finalement assez simple. Et vous êtes si assez actif. C'est hyper clair, c'est hyper intéressant à écouter. Vous êtes assez actif sur Instagram. Oui. Et sur Instagram, je trouve que les intérieurs se ressemblent beaucoup, non ? Oui. Alors oui, moi je trouve, à la fois, c'est quand même une source infinie. Ça vous inspire quand même ? Ouais, Oui. ouais. On voit quand même pas mal de c'est choses. cette chance inouïe de voir des intérieurs du monde entier. Moi, je puise beaucoup d'inspiration dans les images que je vois sur Instagram. Les voyages, enfin tout ce qu'on peut voir sur Instagram. Mais je sais que je suis abonné à plein de comptes de voyage, plein de comptes de décoration et de décorateurs dont c'est pas forcément le style qu'on affectionne. Mais sorti du contexte, il y a toujours des choses intéressantes à prendre. Toujours. Après, effectivement, c'est vrai que mais c'est comme en tout... déco, quoi, la mixité. Moi, j'adore quand les clients osent, encore une fois, mais on peut très bien trouver, sans les nommer, mais chez Leroy Merlin, un super rideau de couleur, ou pas de couleur, on s'en fout, d'aller chez Odea pour chiner 2-3 pièces de mobilier vintage, d'aller chez un distributeur de mobilier contemporain pour ses luminaires, et d'aller dans une galerie d'art pour accrocher ses photos. L'idée, c'est de ne pas faire toujours un stéréotypé. Et Instagram, ce que j'aime, moi, bien, c'est toute cette diversité d'images, ce flux d'images. Moi, c'est une source sans fin d'inspiration. Ah, il ressort quand même des tendances. Instagram, c'est quand même... en fait, il faut vraiment être curieux, il faut vraiment fouiner un peu, parce que si on s'en tient à ce que finalement l'algorithme propose, on va avoir... en ce moment, on est encore beaucoup, par exemple, sur la tendance de la bouclette blanche. Le 70 est assez présent. Il faut, en tout cas, Instagram est super intéressant, mais il faut aller chercher. Vous êtes vraiment passionné par le design du 20e. Quels seraient les 5 meubles iconiques à connaître ? Bonne question. Moi, j'en aime tellement. Alors, si je devais faire quelqu'un qui s'y connaît un peu moins, qui se dirait... Non, ça me fait penser à une blague qu'on écoutait dans le métro tout à l'heure. De Jamel Debbouze. C'était un sketch extraordinaire avec Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, de parodie de débats télévisés. Et à un moment, le présentateur lui dit alors, vous avez bien 5 points dans votre programme. Et Jamel dit 5 ? Non, 2. 2 déjà, c'était pas mal. Bon, alors 2. Non, mais alors moi, il y a quelqu'un que j'aime, le travail de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Joe Colombo. Voilà, parce que il sait aussi bien dessiner un verre qu'une assise, qu'une cuisine. Sans citer de marque, je sais pas si on peut, mais la cuisine mobile qu'il a dessinée pour Bofi, qui est rééditée chez Bofi, est juste pour moi... le résumé extraordinaire de ce que doit être une cuisine, c'est quelque chose qui est nomade, et j'adore ce concept-là.
quand il fait un verre, il pense à... c'était une autre époque aussi, où le cigare et la cigarette, on avait le droit d'en parler. Donc il a conçu des verres pour tenir en même temps son cigare et tenir son verre sans que les deux s'entrechoquent, ce qui est toujours un peu délicat dans un cocktail, de fumer et de boire en même temps. On va prendre pour un alcoolique à force de parler toujours d'alcool. Donc Joe Colombo, donc les pièces de Colombo, pour moi, un iconique, c'est forcément le fauteuil Elda, quoi, le fameux fauteuil. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Benoît Poulvord avait une petite parodie d'émission sur Canal+, où il était dans ce fameux fauteuil. Et moi, j'ai eu un choc visuel quand j'ai vu ce fauteuil. Après, ça reste un intemporel et un classique, mais l'élégance raffinée de Mies van der Rohe, quand on sait que c'est ramené aux années 30, c'est quelque chose c'était une vision dingue pour moi dans le mobilier. J'ai découvert récemment avec Ève à une expo d'Alexandre Guillemin tout le travail de Frank Lloyd Wright, que je connaissais que de très loin. Ouais. Et une expo en ce moment que la Galerie Guillemin a proposée, où une vision du mobilier, il a une chaise dans sa galerie en expo qui date de 1902. On voit la chaise aujourd'hui, on la met dans un magasin de distribution. 120 ans après, elle est encore très 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 contemporaine. Donc je suis admiratif, parce que si on remet cette chaise dans le contexte de 1902, ça a dû faire hurler les gens. Donc c'est vraiment le modernisme dans toute sa splendeur. Et puis je vais en citer un dernier, parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est un Italien aussi, c'est Mario Bellini. Voilà, parce que je pense que dans les canapés et les assises, c'est quelqu'un qui a dessiné dans les années 60-70, tout ce que j'aime, c'est raffiné, c'est confortable, il y a de la rondeur, il y a de la féminité dans ce qu'il dessine. C'est donc le fameux canapé Amanta de Mario Bellini, pour moi, est une pièce un peu emblématique des années 70. Et quels sont les décorateurs qui vous inspirent ? Bon, alors, il y a les classiques d'Imore Studio, effectivement, qu'on adore. Classique pour vous, mais tout le monde n'adore pas. Non, c'est vrai. En fait, c'était classique dans le sens plutôt très connu, quoi. Oui. Mais... Axel Vervoort. Ouais. Dans un style totalement opposé. Différent, ouais. Pourquoi ? C'est un art... Puis la personnalité, en fait. C'est quelqu'un de totalement holistique. C'est vraiment un esthète, en fait. C'est un esthète, c'est un philanthrope. C'est quelqu'un de... je trouve... C'est l'art de sublimer le beau. Avec c'est plus rien. dans sa philosophie, non ? Parce qu'il n'est pas, en termes de style, c'est pas vraiment le vôtre. C'est pas le nôtre, mais par contre, justement, quand on parlait tout à l'heure d'intérieur habité, il sait créer avec rien un tout, avec juste un jeu de lumière, un focus sur une matière, un univers toujours très terre, des tonalités très, très naturelles, très terre. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose où naturellement nous on va aller, mais en source, je trouve... C'est pas notre savoir-faire, justement, en fait. C'est pour ça, peut-être, qu'on est aussi admiratif, parce que, effectivement... On ne peut pas rester insensible à un travail d'Axel Vervoort, c'est pas possible. En fait, il est très empreint... moi, dans mon enfance et toute ma jeunesse, j'ai été très proche de toute la culture japonaise, pour des raisons personnelles, voilà. Et donc, c'est une culture à laquelle je suis extrêmement sensible. Et c'est vrai que, Axel Vervoort... la réinterprète d'une manière exceptionnelle, parce que il s'est réapproprié cette culture en faisant autre chose que du premier degré. C'est fabuleux, c'est ultra sensible, et effectivement, peut-être que oui, c'est ça nous fascine, parce que c'est assez éloigné de ce que nous on sait faire. Non, mais une sculpture asiatique du Xe siècle mélangée à une œuvre d'Anish Kapoor dans la même pièce, tout ça dans un univers avec une luminosité très très calculé, très recherché. Moi j'ai eu des chocs, on a eu des chocs à Canal, à Anvers, chez Axel Vervoort. On ne peut pas rester insensible. Ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on est, là je vais peut-être parler pour moi, mais je me rends compte en parlant qu'on est ultra sensible à des personnalités qui sont finalement assez éloignées, pas Lady Moret par exemple, mais d'autres finalement de ce que nous on peut proposer. Je pense à Studio Chaos.
je pense à Tadao Endo. Donc en fait, des choses assez brutalistes, hein, ultra pures, hein, qui jouent sur le matériau, le béton. Studio Chaos, ils font des choses Extraordinaire. et en fait, ouais, c'est très éloigné finalement de la fantaisie que nous on peut proposer. À leur manière, ils osent. Du baroque que nous on propose. Nous, à notre petite échelle, on essaye juste. S'il y avait un point commun, c'est d'oser. Et ce qu'Axel Vervoort ose, que Chaos a osé ou continue d'oser. Nous, à notre échelle, dans nos appétences 70, c'est ça, en fait. C'est avoir vraiment cet ADN, quelque chose qui nous singularise. Et on peut puiser chez des décorateurs, des architectes, qui ont un style pas forcément donc penchant 70, mais en tout cas, ils vont à fond dans ce qu'ils créent. Ouais. Et en mélangeant, encore une fois, pas que le simple fait... Enfin, Chaos, quand on voit les maisons qu'ils ont faites au Maroc, etc., tout est réfléchi de l'implantation de la maison, de sa situation géographique, de comment la lumière va rentrer, de la façade extérieure, de comment à l'intérieur... Enfin, tout est réfléchi et pensé comme les grands architectes et les grands décorateurs du début du siècle. Il y a un haut niveau de technicité. C'est vrai que, par exemple, chez Chaos, effectivement, chez Vervoort aussi, par exemple, sur les ouvertures, les systèmes d'ouverture, il y a vraiment un haut niveau de technicité, comme dit Arnaud. Ça ne se voit pas, en plus. Voilà. C'est le raffinement poussé à l'extrême parce que, ça ne se voit pas. Charlotte Perriand, quelque part, était experte aussi là-dedans, finalement. Le fonctionnalisme. Dans un fonctionnalisme et une technicité qui était si bien fait que ça ne se voit pas. Tout paraît totalement évident. Et ça, c'est super intéressant d'aller creuser ça. D'où vous vient cette culture design ? On n'a pas parlé de vos parcours. Alors, moi, c'est assez bizarre, mais moi j'ai une formation de menuisier ébéniste que je suis pas allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, si. C'est AP de menuiserie, un BEP d'ébénisterie, une année de marqueterie. Mais en parallèle à ça, je faisais du sport, et puis j'ai plutôt choisi la voie du sport que de continuer et de pratiquer l'ébénisterie. Le sport s'est arrêté pour moi à l'âge de 28-29 ans, et là je me suis mis à... J'aimais déjà, c'est assez bizarre, c'est il y a 20 ans en arrière, mais j'aimais forcément avec ma formation le travail du bois. Donc je viens de Montpellier, j'avais ouvert avec des amis une galerie à Montpellier, sans savoir que ça s'appelait un concept store, parce que c'était pas le nom à l'époque, mais j'avais un ami, et toujours un ami, qui vendait des vinyles punk, un deuxième ami qui vendait des fringues vintage américains, et moi qui vendais des enfilettes danoises à tout va. Et la femme d'un des amis faisait sa pâtisserie orientale. Donc on avait créé un lieu, sans le savoir, où on pouvait acheter un disque, partir avec une chemise Hawaï et éventuellement une lampe danoise. Et là je me suis dit, j'aime vraiment ça, quoi. J'aime vraiment le meuble. Je suis monté à Paris pour des histoires du passé, et je suis rentré dans une extraordinaire boîte de distribution de mobilier contemporain qui s'appelle Silvera. Et Monsieur Silvera m'a fait confiance. J'ai travaillé quasiment 18 ans avec lui. Et j'ai appris tout l'univers du meuble contemporain, du fabricant au réseau de distribution, au designer. J'ai côtoyé pendant 18 ans tout ce monde-là. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et après, la rencontre avec Ève, très naturellement, a fait que l'envie a fait, notre histoire a fait que on avait envie de se lancer tous les deux à cette époque de vie dans nos propres créations, décoratives. Et vous, Ève ? Et moi, je viens de l'histoire de l'art, en fait. J'ai fait l'école du Louvre. J'étais spécialisée en art islamique. Et puis ensuite, je suis partie à la fac et j'ai fait mon DEA en art contemporain. Et ODA, ça veut dire quoi ? C'est l'acronyme de objet d'affection. Ça venait, en fait, Arnaud était à Milan, il était allé chez Néluphar Galerie, et puis t'avais vu, en fait, dans un des bouquins de Néluphar, objet d'affection, et puis on en a parlé, on trouvait que ça correspondait hyper bien. Et depuis 2 ans, en fait, on a décidé de raccourcir, en fait, objet d'affection en prenant uniquement les initiales ODA, pour faire que la marque soit plus forte. Déjà, objet d'affection, il y avait un petit côté, moi je reconnais, un petit peu brocante qui me plaisait pas, en fait, à force qui me plaisait plus. Et ODA, on trouvait ça plus fort.
en termes de branding, en termes de marque, en termes d'impact. On peut avoir de l'affection pour un objet? Oui. Ah oui. Il faut. Alors, c'est-à-dire? Ah oui. Il faut. De l'affection, mais comme en fait on a les poils qui se dressent, on est ému, on le touche, on n'a pas envie de s'en séparer. Il vous parle. On le regarde. Une lampe, elle peut vous parler. Et regardez ce soir chez vous, essayez. Allumez la lampe et parlez-lui. Il y a un échange qui se crée avec une lampe, avec une céramique, avec un mobilier. C'est un échange. C'est quelque chose avec lequel vous vivez. Donc, je pourrais dire la même chose d'une plante, d'une fleur. Donc c'est important d'être entouré de beaux objets qu'on a vraiment choisis. Ouais. Moi je trouve. Ouais. C'est vrai que ça. Du coup, en fait, il y a un aspect sensitif, en fait. C'est comme un émotionnel, sensitif. C'est comme un bouquin qu'on aime relire. Il y a un rapport à la matière, il y a un rapport à la forme. Il y a des formes qui parfois, effectivement, vous évoquent quelque chose, vous font du bien à l'œil. Alors, moi, je reconnais que ça va peut-être être moins quand même, par exemple, sur une très grosse pièce. Ça va peut-être être moins sur un canapé où je vais moins le ressentir. Ça va peut-être plus être sur, en revanche, un fauteuil, en fait, quelque chose que l'œil peut attraper en une seule fois. C'est le tissu sur un canapé qui va nous interpeller. Oui. On adore plus, assez souvent, on va pas forcément aimer le design du canapé, mais on va aimer le tissu qu'il recouvre. Et c'est ce tissu qui va donner une singularité au modèle de canapé. On parlait tout à l'heure d'oser, d'aller dans les couleurs, etc. Et je trouve que les matières sont super importantes dans les mobiliers. Surtout au niveau de ce qu'on appelle dans le jargon les rembourrés, tout ce qui est assise, chaise, canapé, fauteuil, pouf, ou etc., ou linge de lit. La matière est très importante. Plus que la forme, par exemple, sur un fauteuil ou un canapé? Quelquefois, oui. C'est souvent la matière qui réveille la forme. Là, c'est fabuleux. Quand la matière réveille la forme, c'est vrai que ça, c'est... Ève, tout à l'heure, parlait de ce fameux tissu bouclette vu et revu depuis 3-4 ans. Sorti du contexte, il y a certaines pièces de mobilier, vous leur enlevez le tissu bouclette, je ne sais pas si elles parleraient de la même manière. Ce qui va réveiller, je dis une bêtise, un canapé en rotin des années 50, c'est bien souvent ce blanc bouclette écru, généreux, doux, féminin, élégant, qui va réveiller la couleur du bambou. On va plus voir la matière que le design en lui-même de ce canapé en bambou. Alors moi, parfois, ça, c'est vrai que je suis un peu partagée. C'est vrai que la forme va beaucoup compter dans la façon de s'approprier. Parfois, moi, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, on avait un ensemble Arne Jacobsen en bois, et c'est vrai que les chaises sont faites de telle manière que la ligne, en fait, on ne sait pas où elle commence et où elle s'arrête. Il y a quelque chose de ultra organique. Pour l'œil, c'est magnifique. Vous avez... en fait, c'est une chaise, mais c'est un objet à part entière. C'est véritablement... Une sculpture. C'est quelque chose qui... ces chaises ont des petites galettes avec le tissu d'origine qui est génial. Mais en tant que tel, il y a des évidements, il y a des... Enfin, c'est génial. Vous avez commencé l'aventure ODA Opus. Alors quand on connaît votre univers aujourd'hui, on se demande comment vous avez comment vous êtes rentré déjà au Opus. Comment ça s'est passé? Tout simplement parce que en fait, au départ, vous détonniez, non, un peu là-bas. C'est vrai que, mais en fait, ODA. Bon, Arnaud l'a expliqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment notre bébé, en fait, le bébé de notre rencontre. Et au départ, on l'a créé de façon ultra spontanée. D'une part, c'était un side project pour chacun de nous, on travaillait encore. Et tout simplement, en fait, on passait notre vie au Opus. Donc, la facilité, en fait, on s'est dit, pourquoi pas. En fait, c'était assez pratique aussi, parce qu'on travaillait la semaine, donc on pouvait y être le week-end. On était tellement animés par ce qu'on faisait qu'on voyait pas trop la fatigue de travailler 7 jours sur 7. Donc en fait, naturellement, on s'est installé au Puce. Ouais, et puis on s'est dit, tiens, on va réveiller les puces à notre façon, c'est-à-dire que plutôt que de voir toujours les meubles figés les uns derrière les autres, on va les mettre en scène et on va se donner le challenge de toutes les 6 semaines de changer tout ça dans des petits box de 12 mètres carrés, de changer le sol, la peinture, le plafond, le machin, et on va d'abord penser à une couleur et à un sol, et après on va chiner les meubles qu'il y a autour. C'est parti de là, quoi, l'aventure. En fait, ce qu'on a imaginé, c'est qu'on s'est dit, en fait, ça va être comme notre maison secondaire. Il y a une contrainte, c'est 12 mètres carrés.
Quand on a démarré, on a Les stands démarré avec ouais. un seul stand de 12 mètres carrés. Donc, on va présenter en fait les différentes pièces de cette maison secondaire en les faisant tourner. Donc, on faisait tourner les décors toutes les 8 semaines environ. On présentait d'abord, on a présenté un salon, une salle à manger, une chambre, un bureau. Et puis après... Le cabinet du psy. La salle de réunion de Daft Punk. Exactement. La chambre de l'étudiant, voilà. Et puis... La salle à manger d'André Poutman. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le décor le plus fou. Parce qu'on s'est beaucoup marré. On s'est beaucoup amusé. C'était assez intéressant comme expérience parce que l'univers du marché des puces de Saint-Ouen, donc nous on était au marché Paul Bert, mais c'était très 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 enrichissant. On a passé quasiment 3 ans là-bas. On s'est beaucoup amusé à créer nos décors, mais on s'est rendu compte que nos décors étaient énormément photographiés. On avait une petite idée derrière la tête en se disant déjà au tout départ de Objet d'affection, donc on s'est dit on va se mettre aux puces, on va présenter notre sélection mobilier mise en scène, mais on va également voir si on peut proposer nos conseils en accompagnement du service. Et on s'est rendu compte assez vite qu'aux puces, la notion de service n'était pas la première demande des clients du week-end des puces, qui sont dans la grande majorité des collectionneurs, des marchands professionnels, des décorateurs ou des clients avertis. Donc beaucoup de personnes visiteuses aux puces adoraient nos décors, mais le côté business, si je puis dire, prestation de service conseil, on a eu très peu de demandes. Donc après cet effort de cette expérience aux puces, après on s'est installé ailleurs pour intimiser plus la relation avec nos clients, etc. Mais en tout cas, ça a été un laboratoire d'essai pour nous dingue, parce qu'on a testé, je crois, toutes les palettes possibles et inimaginables de couleurs. On a fait des erreurs, on a vu ce qui marchait pas, enfin ce qui était... mais c'est vrai qu'en fait, après c'est aussi pour ça qu'on a quitté les puces, malgré l'expérience très riche que ça a pu représenter, à tous les niveaux. Vous apprenez intellectuellement et vous apprenez physiquement. En fait, c'est vraiment quelque chose... en fait, on a pu aussi rencontrer énormément de monde. C'est vrai ça a créé quand même aussi, ça nous a créé un réseau assez important. En revanche, à partir du moment où on est resté 1 an et demi, 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Au bout d'un moment, en fait, on avait un petit peu fait le tour de toutes les pièces qu'on pouvait créer. On s'est dit que, en fait, il fallait qu'on change d'endroit et que, en fait, ça y est, il fallait qu'on raconte un peu autre chose. On n'allait pas toujours continuer sur cette histoire de la maison dont on fait tourner toutes les pièces. Et comme notre activité ne se résumait pas seulement à l'activité de marchand de mobilier et que on avait besoin d'une créativité supplémentaire et que c'était ça qui nous anime avant tout, on a décidé de changer d'endroit. Oui, parce que votre activité, c'est d'être marchand aussi. Donc, où est-ce qu'on peut trouver votre sélection? On l'a trouvée récemment, cité du Petit Thouars. Ouais. Exactement. Donc, on a quitté la cité du Petit Thouars. On s'est installé rue de l'Échaudé de manière éphémère dans le 6e, les 6 dernières semaines. Après, en fait, en nous contactant directement, donc chez nous, dans l'attente de trouver notre prochain lieu pérenne cette fois-ci. Chez nous, ça constitue un showroom, en fait. Notre appartement, donc là, on peut présenter des pièces. Mais dans l'idée, vous cherchez un genre de galerie pour pouvoir montrer votre sélection. Tout à fait. On continue l'histoire, en fait, en présentant notre sélection mise en scène. Créer des décors habités. Qu'on pourra acheter. Exactement. C'est ça. Et qui viennent d'où? Que vous-même, vous chinez? Oui. Alors, les sources sont variées. Il y a de l'Italie du Nord, forcément. Il y a un petit peu d'Espagne. Il y a pas mal de Hollande du Nord, côté Rotterdam. La Belgique aussi reste, le côté Anvers reste un coin où il y a beaucoup de choses encore à découvrir, parce qu'il y a eu dans ces régions-là, enfin dans le nord de la Belgique, il y a eu, il y a toujours, il y a des maisons, enfin l'architecture contemporaine, les maisons sont beaucoup plus, on va dire, sont très intéressantes parce que c'était souvent encore du travail d'ensemblier. Beaucoup de villas en Belgique sont faites, dessinées de l'extérieur comme de l'intérieur par des architectes. Donc il y a des mobiliers qu'on voit très peu, des pièces rares, des pièces uniques, des choses qui interpellent. Et cette richesse-là, on la source beaucoup, Hollande et Belgique. Et qu'est-ce qui se vend bien en ce moment? De quoi les gens ont envie? On parlait des 70s.
C'est surtout ça. Qu'est-ce qui se vend bien? Ce qui reste quand même des incontournables, c'est toujours les canapés, les tables et les chaises, les ensembles de salle à manger. Les grandes ensembles de salle à manger, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de demandes. Enfin, il y a de la demande là-dessus bien assez précise. Après, Les lampes. on a passé aussi les périodes Covid, etc. Donc, il y a eu le bureau qui a eu son heure de gloire. On y revient un petit peu aussi en ce moment, où le travailler chez soi on s'est rendu compte que c'était très important d'être confortablement installé pour bosser chez soi. Donc il y a une grosse tendance des fauteuils de bureau et des bureaux d'appartement. Les tapis aussi, c'est quelque chose. Il y a une forte demande sur les tapis, moi, je trouve. Opus, vous créez donc des petits décors sur 12 mètres carrés. Vous disiez, donc on peut habiter une petite surface, Oui. avoir une petite surface et avoir du style. Ouais, Merci bien de sûr. le dire, parce Ouais. qu'en fait, c'est exactement ça. C'est tout ce qu'on a voulu expliquer Opus dans nos box, dans nos stands. Donc vous ne travaillez pas que avec dans de grands Non. appartements parisiens. Là, on a une cliente là qui vient de nous contacter pour un appartement de 40 mètres carrés. Parfois, la contrainte est super intéressante aussi. Hein. Justement, ça challenge un peu. Et c'est certain qu'on peut créer des choses mais magnifiques dans des tout petits espaces, c'est sûr. Pourquoi on a un peu peur d'y aller, Opus? Enfin, Paul Bert Serpette, si on n'est pas un peu pro du milieu. Il y a toujours cette vieille histoire qui traîne au puce et qu'on a peur de se faire avoir. On trouve que c'est cher. On peut négocier ou pas? Oui. Oui, ça fait partie du métier. Après, il y a des marchés différents. Nous, on était à Paul Bert, donc le fameux Paul Bert Serpette. Mais il y a Vernaison, il y a le marché Vernaison, le marché Biron, etc. Il y a plein de différents marchés. Mais il faut vraiment y aller. Il faut y aller parce que c'est le grenier du monde. Parce que quoi qu'on aime et quelque passion qu'on ait, on va la retrouver là-bas. Et c'est vraiment le plus beau magasin de jouets qui existe au monde. C'est unique au monde. Après, c'est vrai que c'est un bel endroit pour s'inspirer aussi, justement. C'est un bel endroit pour voir un petit peu, avoir aussi une idée du prix du marché. En fait, avoir un peu un curseur. C'est pas mal de comparer justement. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a les plateformes. C'est comme ça, c'est une réalité. Il faut faire avec. Donc, c'est pas inintéressant de regarder le prix pour une même pièce que Celency propose ou que Design Market propose et le prix que vous pouvez aussi avoir au puce. Bon, je vais pas me faire que des amis avec les marchands parce que je pense que en disant ce genre de choses, mais on peut pas se cacher derrière son petit doigt en se disant que les plateformes, si les plateformes sont là. Donc de toute façon aujourd'hui les gens qui s'intéressent au mobilier vont aller voir les plateformes. Donc autant en fait aller voir les plateformes, mais aussi aller au puce pour véritablement toucher l'objet. C'est différent. Et puis, avoir une expérience de tactile. Et puis, poser la question du prix. S'il faut peut-être pouvoir négocier en direct, peut-être qu'on négocie plus facilement en direct que sur une plateforme. Après, c'est toujours pareil. Ce qui est très intéressant au marché au puce, c'est qu'il y a des prix négociables, d'autres non négociables, tout simplement parce qu'il y a un prix marché, il y a une cote, ça fait des catalogues, ça a fait des ventes, il y a un prix de marché. Mais c'est toujours intéressant, moi je trouve, toujours de privilégier un contact, surtout dans le mobilier, le vêtement, tout ce qui est vintage, de le voir et de le toucher, de le sentir. Et ce qui est super, pour voir si on peut se l'approprier, parce que même si les plateformes, comme disait Eve, sont de plus en plus présentes et d'autres canaux d'achat via le web sont de plus en plus agressifs commercialement, etc., rien ne vaut, surtout pour une pièce de mobilier, de l'essayer, de la toucher. On peut aimer quelque chose en image, mais on ne peut ne pas l'aimer en se posant dedans. On peut très bien aimer une suspension, mais en se disant, en la voyant en vrai, peut-être que l'échelle ne correspond pas chez moi. Donc moi, je privilégie toujours, mais c'est comme le vêtement, encore une fois, j'y reviens, d'avoir le contact et le toucher avec la matière et avec l'objet. C'est pour ça que les puces, allez-y, courez, parce que c'est quelque chose qui est très enrichissant. Puis il y a une chose, par exemple, nous, on était dans l'allée 1 du marché Paul Bert. C'est une allée qu'on affectionne particulièrement parce que, en fait, elle est très, très représentative à notre sens, des puces. Il y a une diversité dans cette allée. Elle n'est pas très grande. Mais alors, dans une seule et même allée, vous allez avoir
nous, ce qu'on faisait à l'époque, donc du mobilier 60, 70, 80 français, italien. À côté de nous, vous avez Circa 51 qui fait plutôt Les années 50 françaises. Les années 50 françaises. En face, vous avez Laurence qui fait du mobilier espagnol 18e. À côté... Élie avec des tableaux début du siècle français. Voilà. Identique un peu plus loin qui va chiner des curiosités, qui va aussi faire des mises en scène incroyables. Il va pouvoir, par exemple, il va beaucoup jouer sur la quantité. Alors, il va, par exemple, chiner des faces à main. L'accumulation. Il va les mettre en scène de façon magnifique. Il y a zut, j'ai son nom qui m'échappe. Il y a Steve, c'est tout l'art de la table. Voilà, Steve avec l'art de la table. Nouveau, art déco. Il y a Maxime de Laurentiis qui fait du vêtement. Il y a plein de choses, quoi. C'est génial. C'est très représentatif de ce qu'on attend des puces, où justement l'œil est attiré par plein de choses complètement différentes. Vous avez une sélection exceptionnelle. En fait, un panel super large avec une sélection faite par des gens ultra passionnés. Donc, c'est vrai que ça se voit pas tout le temps, quoi. Comment vous travaillez ensemble? Vous avez la même casquette ou vous avez une répartition des rôles? Non, on se répartit pas mal les choses. Arnaud est vraiment celui qui source et le décorateur. C'est vraiment le technicien, l'expert véritablement. Moi, je vais être plus sur l'aspect communication et commercial. Ok. Voilà. Bon, dernière question, parce que l'heure tourne et j'essaye à chaque fois de faire des épisodes de moins d'1 heure, mais c'est vraiment passionnant. Si vous faisiez un dîner, quels seraient vos 6 invités? C'est une bonne question. Mort ou vivant? Ouais, mort ou vivant. Ah. De toutes les époques. Ça peut D'accord. Alors, moi, j'y vais, je commence. On fait chacun sa table ou on fait notre table commune? Comme vous voulez, si c'est plus facile d'en faire 2 ou une seule, comme vous voulez. Vas-y. Bon, alors, dans les vivants, moi, j'adorais rencontrer Mick Jagger, juste pour le côté un peu rock'n'roll et barré du type, et qui, je pense qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur la vie. Dans les créatifs, on en a parlé tout à l'heure, enfin, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un couple qui nous a beaucoup inspiré, c'est Betty Catroux. Voilà, parce qu'en plus, récemment, on a vu le Saint-Laurent où elle apparaît, etc. Ça, j'aime bien ce côté-là. Après, je vais mettre un sportif, parce que je suis quand même assez fou sport. Voilà, alors je vais faire un petit peu français moyen, mais c'est comme ça. Écoutez, j'y peux rien. Moi, j'aimerais discuter un jour dans ma vie avec Zinedine Zidane. Hein, j'y peux rien. C'est ma génération. Voilà. Je le dis fort. Voilà, et Zizou. Pour d'autres raisons aussi, Zizou, mais j'aime bien ce prénom. Ensuite, il y aurait, pour compléter cette table, un couple d'amis que j'aime beaucoup. Voilà, pour que tout ça, encore une fois, tous ces ponts, tous ces échanges et ces communications se fassent et se multiplient à l'extérieur. Voilà. Mais ça fait 6. Bon, donc Ève, une autre table. Vous n'êtes pas à sa table, hein? C'est ça. On fait... la première personne qui me vient, en fait, c'est Simone Veil. Je crois que j'aurais rêvé rencontrer cette femme. J'y associerais Gainsbourg, que j'aurais rêvé de rencontrer aussi. Alors, c'est un petit peu... Je ne sais pas si j'y aurais pensé si on n'avait pas vu tout à l'heure, mais déjà là, je mettrais bien Jamel, en fait, avec Simone Veil. Je reconnais que je me dis que ça pourrait être assez rigolo. En plus, ça, c'est pas très compliqué de l'avoir. Après, plus sérieusement, donc, voilà. Je crois que je mettrais peut-être une designeuse italienne, je mettrais Gaia Olenti. Et puis, effectivement, Et je mettrais bien un architecte qui s'appelle Nicolas Duru, qui est un ami, en fait, qui est quelqu'un d'assez génial, qui mérite d'être découvert. Je sais plus à combien on est, mais... Je pense qu'on est à 6. On est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et il n'y a pas Arnaud non plus. Du coup, Moi, je suis en cuisine. Ah oui, voilà. Ah, voilà. Moi, je sers les hôtes et je cuisine pour eux. Mais je participe à la fin. À la fin, le dernier verre. Bon, merci beaucoup. C'était très sympa de discuter avec vous. Merci. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. C'était Bonne super. journée. Bonne journée. Bye bye, au revoir. Bye. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story.
Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.